chaque heure, on cuit plus de 2 millions de donuts à travers le monde. Et les plus grosses usines peuvent en produire jusqu'à 20 000 par heure. Dingue, non? Mais comment de simples boules de pâte deviennent-elles si régulières, moelleuses et croustillantes? Que se cache-t-il dans les coulisses de géants comme Krispy Kreme ou Dunkin' Donuts? Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce processus hypnotique. Des mixeurs géants à la rivière brûlante d'huile, en passant par la cascade de glaçage et le remplissage ultra précis des garnitures. Comment garantit-on la qualité de chaque donut? Et au fait, quel est le point commun entre un donut et un défilé militaire? Restez jusqu'au bout. Vous allez le découvrir. Dans les immenses usines, comme chez Krispy Kreme ou Dunkin' Donuts, la pâte est préparée dans d'énormes mélangeurs industriels, capables de contenir de 100 à 300 kg de préparation. On y déverse des tonnes de farine avant d'ajouter levure, lait, œufs, beurre et sucre. Tout est automatisé. La farine arrive directement de gigantesques silos, transportés par des tuyaux qui la déversent dans le mixeur. Certains sites utilisent même des doseurs automatiques hyper précis pour peser la quantité exacte nécessaire. Les ingrédients liquides, lait, œufs, beurre, sont stockés dans d'énormes réservoirs, puis acheminés par des pompes, via des conduits, jusqu'au mélangeur. La levure et le sucre sont aussi ajoutés grâce à des distributeurs automatisés qui gèrent pile la dose au bon moment. De gigantesques mélangeurs en spirale ou planétaires travaillent alors la pâte jusqu'à lui donner la consistance idéale, lisse, moelleuse et légèrement collante, prête pour l'étape suivante. Dans ces grosses usines, on ne parle plus en kilos par jour, mais carrément en tonnes. Une fois pétrie, la pâte est laissée au repos dans de grands récipients, le temps que la levure fasse effet. Ça peut durer de 30 minutes à plusieurs heures, selon la recette. Ensuite, la pâte est dirigée vers des doseurs spécifiques. Parfois un grand sac muni d'une valve, parfois un système de conduit qui pousse la pâte par portion. De gigantesques rouleaux l'aplatissent ensuite pour obtenir une épaisseur d'environ 1,5 cm ou 2 cm. Le principe? 2 cylindres parallèles qui tournent et réduisent progressivement l'épaisseur de la pâte. Des capteurs laser vérifient la régularité de la couche et une petite centrale de contrôle ajuste la pression des rouleaux si nécessaire. Vient alors la découpe. De grands emporte-pièces automatiques, semblables à des tampons géants, forment de parfaits anneaux. Les trous du donut peuvent être recyclés pour former de petites boules ou resservir plus tard. Certains systèmes arrivent à découper jusqu'à 5000 donuts par minute, alignés au millimètre, comme un véritable défilé militaire de pâtisserie. Dès qu'on a découpé la pâte en forme de donut, elle est déposée avec soin sur un tapis roulant. Parfois, les usines utilisent des plateaux grillagés pour que l'air circule de façon homogène pendant la phase de levée. Surtout, on évite de secouer ou de manipuler brusquement les donuts, sinon ils perdraient leur forme. Le tapis avance donc lentement et emmène ses beignets en devenir dans une chambre de fermentation. Là, il fait environ 40 degrés Celsius avec 75% d'humidité, les conditions idéales pour que la levure se développe. Les donuts gonflent, deviennent plus légers, prêts pour la friture. Si on les laissait refroidir d'un coup, ils finiraient tout plats et caoutchouteux, comme une vieille semelle. Ensuite,
place à l'une des étapes les plus spectaculaires. Les donuts voguent sur une rivière d'huile brûlante, grâce à un convoyeur friteuse spécialement conçu. Quand les donuts tout gonflés sortent de la chambre chaude, ils glissent en douceur sur le tapis roulant et plongent direct dans un bain d'huile bouillante. L'huile brille de reflets dorés, chauffée à 180 degrés. Les donuts sont d'abord immergés d'un côté. Des bulles minuscules apparaissent aussitôt sur les bords, crépitant dans un sifflement frénétique. Ce méga friteuse peut cuire jusqu'à 200 donuts simultanément. L'huile enveloppe chaque pièce pour former une croûte fine et dorée. Le tapis avance à un rythme savamment calculé, juste assez pour obtenir la texture parfaite. Vient alors le moment magique. Un mécanisme retourne les donuts d'un seul coup. Ils rebondissent légèrement, comme de petites balles caramélisées, avant de se dorer sur l'autre face. L'air se remplit d'une odeur sucrée, de beurre fondu et de pâte chaude. Et tout ça en seulement 45 secondes par face. Dès qu'ils sont à point, les donuts remontent sur une grille qui laisse l'excès d'huile s'écouler, puis ils filent directement vers le glaçage et le fourrage. Si vous avez déjà vu la phase de glaçage chez Krispy Kreme, vous savez à quel point c'est hypnotique. Les donuts avancent sur le tapis, passant sous une cascade de glaçage chaud. Cette crème sucrée, à environ 60 degrés, enrobe chaque donut de façon parfaitement homogène. Elle se fige en quelques secondes, formant une couche brillante qui fond littéralement en bouche. On raconte que certains tunnels de glaçage sont si efficaces qu'ils peuvent en recouvrir 3 millions par jour. Après cela, on remplit les donuts de confiture, crème ou chocolat. Des aiguilles percent le beignet sur le côté pour injecter la garniture. La machine dose pile la quantité requise, entre 15 et 30 grammes de fourrage par donut. Pour le nappage au chocolat ou au caramel, les donuts passent sous une fontaine chocolatée, puis des jets d'air à grande vitesse retirent l'excédent. Des bras robotisés les saupoudrent de brisures, de noisettes ou de décors en sucre. Des caméras vérifient la qualité du glaçage pour garantir un résultat impeccable. Le dernier acte, c'est la phase de refroidissement et d'emballage. Les donuts traversent alors de longs tunnels réfrigérés à environ 15 degrés, avant d'être conditionnés, soit automatiquement, soit manuellement dans des boîtes. Les plus grands sites peuvent sortir jusqu'à 20 000 donuts par heure. Imaginez, 5 000 donuts façonnés à la minute. En 2017, il y a même eu un championnat de dégustation aux États-Unis. Un certain Joey Chestnut a avalé 55 donuts en 8 minutes. Sérieux ? 55. Ça fait 11 000 calories. Et ce record n'a jamais été battu. Alors qui sait ? Peut-être que vous pourriez devenir le prochain champion. Bon courage! Au fait, saviez-vous que le fameux trou au milieu du donut est né par hasard? La légende raconte qu'en 1847, un marin américain du nom d'Anson Gregory en a eu marre du centre pas assez cuit et il a tout bonnement transpercé la pâte avec son couteau pour que ça cuise mieux. Voilà à quel point ce délice est ancien. Aujourd'hui, il existe un nombre incalculable de recettes,
Aux États-Unis, dans des usines ultra automatisées, les donuts sont parfois si légers qu'on ne les compte même plus un par un, mais en kilos pour être précis. On peut avoir 16 à 20 donuts glacés classiques au kilo, alors que pour les mini, on monte à 50 ou 65. Et pour ceux avec une garniture, on tombe à 10 ou 14 seulement, ce qui est déjà énorme, vu que la pâte à donut est hypersensible à l'humidité ambiante. Au moindre changement, il faut ajuster la farine ou la levure. Bref, voilà la folle aventure du donut, de la pâte crue à la bouchée croustillante. Alors, prêt à tester vos limites ou juste à saliver devant ce festin? Profitez-en. Le monde des donuts est vaste et il y en a pour tous les goûts. Chaque seconde, dans le monde entier, on mange plus de 300 chips Pringles. C'est pas juste un snack, tu vois? C'est carrément de l'ingénierie alimentaire, qui ne ressemble à aucune autre chip. Mais si je te disais qu'à l'intérieur de chaque tube, c'est une formule de précision, où la pomme de terre se transforme d'abord en purée, et ensuite en un disque incurvé parfait, en forme de paraboloïde. Que ce n'est pas de la friture, mais de la sculpture sur tapis roulant. Dans cette vidéo, tu vas voir comment naissent 5 millions de chips par jour. Et pourquoi les Pringles, ce n'est pas du tout ce que ça a l'air d'être. Accroche-toi! Pour les Pringles, on n'utilise pas n'importe quelle patate. C'est un type de pomme de terre bien spécifique, qui convient parfaitement pour faire des chips fines, croustillantes et bien plates. En général, ce sont des variétés spéciales, avec beaucoup d'amidon, qui donnent la texture et le goût qu'il faut. Ce qui différencie cette pomme de terre, c'est qu'elle a une structure homogène, sans gros trous, et qu'elle n'est pas trop humide. Ça, c'est super important pour que les chips ne soient pas grasses ou ramollies. C'est grâce à ça que les Pringles ont cette tranche croustillante et parfaitement plate, facile à empiler dans ce tube qu'on connaît tous. Souvent, on utilise même un mélange de plusieurs variétés de patates, histoire d'avoir un résultat et un goût les plus constants possibles. Parce qu'une pomme de terre, c'est un produit vivant, et ses caractéristiques peuvent changer d'une saison à l'autre. Du coup, le contrôle qualité, il est super strict ici, du champ jusqu'à l'emballage. Tout commence par le choix des meilleurs tubercules. Ce sont elles qui donneront la future récolte. Avant de les planter, on chauffe les pommes de terre de semences et on les fait germer, pour qu'elles soient bien costaudes et prêtes à pousser. Et la terre? On la prépare aux petits oignons pour que les plantes aient le maximum de nutriments, parce qu'une pomme de terre heureuse, ça donne les meilleures patates. On enterre les tubercules à la profondeur idéale, en laissant de l'espace entre les rangs pour que les racines puissent respirer et grandir. L'arrosage, c'est obligatoire, surtout quand les tubercules se forment, parce que sans eau, rien ne pousse, c'est logique. Mais les mauvaises herbes et les insectes nuisibles, ce sont les vrais ennemis, alors les agriculteurs surveillent chaque plante comme un trésor précieux, la protégeant de tous les dangers. Et puis, arrive le moment de la récolte. Quand les feuilles jaunissent et sèchent, ça veut dire que les pommes de terre sont mûres. Des machines spéciales sortent délicatement les tubercules de la terre, sans les abîmer. Et ensuite, on sèche et on trie les patates. Seules les meilleures iront à la production. Elles sont stockées dans des entrepôts frais, avec des conditions idéales pour rester fraîches longtemps. Des camions géants, chargés à ras-bord de pommes de terre, arrivent un par un sur le site de l'usine. Les roues grincent, l'air sent bon la terre fraîche, et d'énormes plateformes hydrauliques soulèvent les bennes et déversent littéralement
Des tonnes de patates dans des trémies en forme d'entonnoir. Impressionnant. Après ça, l'eau. Pas juste des petits jets, mais des cascades entières qui tombent sur les tubercules sous une pression de dizaines d'atmosphères. Le lavage des patates, c'est comme un rituel de purification. De puissants jets emportent la terre, le petit gravier, les morceaux de feuilles. Tout le superflu disparaît. Et des brosses rotatives spéciales, avec des poils doux mais résistants, travaillent comme une armée de petites fées du ménage, polissant chaque pomme de terre jusqu'à la faire briller. Tout le processus se passe à une vitesse folle. Les patates se déplacent en flux continu, à travers des tubes et des goulottes métalliques étincelants, avec du bruit, de la vapeur, et le clignotement rapide des indicateurs et des gyrophares. Après le lavage, on trie les pommes de terre. On écarte celles qui sont abîmées ou trop petites. Pour ça, on utilise des lignes de tri automatiques avec des caméras et des capteurs qui détectent la qualité avec une grande précision. Tout ce qui ne correspond pas au standard est mis de côté. Ensuite, le plus intéressant. L'idée des Pringles, c'est que chaque chip soit exactement la même, parfaitement fine, avec cette forme incurvée qu'on connaît bien. Pour y arriver, à l'usine, on ne coupe pas les pommes de terre en fines rondelles, comme pour les chips traditionnels. Au lieu de ça, on les réduit en une purée délicate. Ça, c'est le boulot de broyeurs géants et de mixeurs puissants qui traitent des tonnes de matières premières chaque heure. La masse doit être super homogène, sans grumeaux, sans morceaux de peau, sans parties sèches. Du coup, la purée est passée en plus à travers des filtres, des tamis et des presses à vis sans fin qui éliminent tout ce qui ne va pas. Cette étape, c'est la clé. C'est grâce à ce broyage méticuleux et à cette purification que la purée de pommes de terre devient plastique, comme une pâte. On peut alors l'étaler en une feuille fine, dans laquelle on va découper les futurs chips. Mais on n'y est pas encore. La masse doit avoir la consistance parfaite, ni trop humide, ni trop sèche. L'eau est ajustée automatiquement, avec une précision infime, de l'ordre d'une fraction de %. À cette étape, les Pringles n'ont pas encore leur forme, mais elles se préparent déjà à devenir le snack culte qu'on connaît. Une fois que la purée de pommes de terre est transformée en une masse homogène avec une texture idéale, elle est envoyée sur des tapis roulants spéciaux, où commence le processus de formation de la feuille. Un rouleau énorme, comme un rouleau à pâtisserie géant, étale la purée en une couche uniforme et super fine, d'environ 1 mm d'épaisseur. Ce processus est automatisé dans les moindres détails. Des capteurs vérifient constamment l'épaisseur de la couche, pour qu'aucune chip ne soit ni trop épaisse, ni trop fragile. La température et l'humidité de la pièce sont aussi contrôlées, tout pour assurer la stabilité de la pâte. Après ça, entrent en jeu les emporte-pièces rotatifs. Ce sont d'énormes moules métalliques qui ressemblent à des tampons ronds qui tournent et découpent les chips dans la feuille, comme des découpoirs à biscuits. Ce qui est cool, c'est que la forme de sel ou de paraboloïde hyperbolique, pour laquelle on connaît les Pringles, apparaît déjà à ce stade. Des matrices incurvées spéciales ne font pas que découper un cercle. Elles donnent tout de suite à la chip sa courbure caractéristique, grâce à laquelle elle garde sa forme, ne casse pas dans le tube et s'empile parfaitement les unes dans les autres. Ingénieux! En gros, c'est comme une presse d'imprimerie qui ne fait pas que découper, mais qui sculpte. Les restes de pâte qui restent entre les formes découpées sont automatiquement récupérés, mélangés à de la nouvelle purée, et repartent dans le processus. Aucun gaspillage, juste de l'efficacité. Et tout ça à un rythme effréné, des dizaines de milliers de chips à l'heure. Une fois que les chips sont frites et refroidies, elles arrivent sur un long tapis roulant qui passe sous un système de pulvérisation d'assaisonnement. C'est un peu comme une douche culinaire. D'en haut, un mélange aromatique tombe uniformément sur les chips.
Paprika, fromage, crème aigre et oignon, peu importe. Des distributeurs calculent précisément la quantité d'épices par gramme de produit, pour que chaque chip ait exactement le même goût. En parallèle, pour que les assaisonnements accrochent mieux à la surface, les chips peuvent être légèrement humidifiés avec une fine pulvérisation d'huile ou d'émulsion avant de passer sous cette chute de neige d'épices. Tout est automatisé, mais ça ressemble à un spectacle. Le convoyeur fait avancer doucement les petites feuilles croustillantes et d'en haut, comme tombant du ciel, les assaisonnements colorés s'abattent. L'odeur à cette étape est juste dingue. L'entreprise propose plus de 100 saveurs différentes à travers le monde. Dans chaque pays, il y a des saveurs locales spécifiques. Par exemple, wasabi, concombre et yaourt, chair de crabe, pizza ou sel marin et citron vert. Dans une grande usine Pringle, on peut produire jusqu'à 5 millions de chips par jour, ce qui signifie qu'il faut 500 kg d'assaisonnement quotidiennement, en tenant compte des différentes saveurs. C'est énorme! Chaque jour dans le monde, des milliers de kilomètres de tuyaux en acier sont posés, sous la terre, les océans et les déserts. Mais comment crée-t-on un tuyau capable de supporter 1000 atmosphères de pression, 3000 degrés de chaleur et de ne pas rouiller pendant des décennies? Ce n'est pas juste un morceau de métal, c'est une merveille de technologie. Des centaines de tonnes d'acier passent par le feu, les chocs, la pression, les ultrasons et même les rayons X avant d'avoir une chance de faire partie d'un gazoduc ou d'un oléoduc. Mais il y a un détail que tout le monde passe sous silence. Restez jusqu'à la fin et vous découvrirez comment une seule erreur invisible peut coûter des millions ou des vies. La première étape de la fabrication des tuyaux en acier de grand diamètre est la préparation de l'ébauche d'acier, d'où naîtra le futur tuyau. Il peut s'agir d'une tôle d'acier de 20 à 50 mm d'épaisseur, si l'on parle de tuyaux soudés, ou d'une billette ronde massive, pour les tuyaux sans soudure. Dans l'atelier, un bruit sourd, de la chaleur et d'imposants ponts roulants. Les tôles ou les billettes d'acier sont amenées sur la ligne de production et placées sur des rouleaux. S'il s'agit d'une tôle, on la coupe en largeur en tenant compte du futur diamètre du tuyau et des marges pour la soudure. Par exemple, pour un tuyau de 1600 mm de diamètre, la tôle peut mesurer 12 ou 14 mètres de long. Tout est découpé automatiquement par des installations au plasma ou au gaz et les bords sont usinés avec des fraises spéciales pour le chanfreinage, afin que le cordon de soudure soit ensuite parfait. Si l'ébauche n'est pas assez plastique, elle doit d'abord subir un traitement thermique. On chauffe le métal à 1200 degrés pour réduire ses contraintes internes et faciliter le formage. La température dans le four est telle que l'acier luit d'un orange vif, comme du charbon ardent. S'il s'agit de tuyaux sans soudure, on envoie l'ébauche, un cylindre d'acier, au laminage. On la perce d'abord avec un mandrin spécial pour créer une cavité. Puis, on la fait passer entre des cylindres rotatifs qui étirent progressivement les parois et forment le diamètre. Tout cela ressemble à la transformation d'un morceau de fer en un manchon métallique brillant qui respire la chaleur. Pour les tuyaux soudés, on commence par le cintrage de la tôle en forme de tube. C'est soit un cintrage longitudinal sur des rouleaux, soit un enroulement en spirale, selon le type. Ici, il est crucial de maintenir une géométrie parfaite. Même quelques millimètres de déformation entraînent des problèmes lors de la soudure ou de l'assemblage. C'est ici que se joue le destin du tuyau. Résistera-t-il à la future pression de 1000 PSI, à un froid de -40 degrés et à la corrosion souterraine? Ensuite,
On amène dans l'atelier une tôle d'acier qui ressemble à une énorme plaque de lave étalée sur le sol. Elle est épaisse comme une armure, froide et tenace, mais une transformation l'attend. Des rouleaux, tels des doigts de géants, plient lentement cette feuille en un arc. Pas en un seul mouvement, mais pas à pas, avec une précision millimétrique. La machine comprime le métal avec une telle force qu'on l'entend grincer, comme s'il résistait. En quelques minutes, la tôle est déjà un cylindre géant. Il n'est pas encore soudé, il ne tient que par la force du cintrage, mais sa forme est déjà fixée. Un peu comme un livre qui ne se referme plus une fois qu'on l'a plié en son milieu. À l'intérieur du tuyau, un chariot de soudage s'avance. Il commence par l'intérieur. Un arc électrique jaillit, le métal fond, et le cordon de soudure s'étire comme une rivière de lumière incandescente. Puis, un autre chariot s'occupe de l'extérieur. C'est là que le joint prend forme. La température ici atteint 3000 degrés Celsius. Les étincelles pleuvent en cascade. L'air tremble. Les gens observent de l'extérieur, à travers une vitre de protection, car c'est si éblouissant qu'on pourrait en devenir aveugle. Tout est contrôlé par des automates. La soudure doit être parfaite. Sinon, toute la structure partira au rebut. Quand la soudure est terminée, la partie la plus stressante commence, le contrôle. Tout ce qui semblait parfait de l'extérieur doit maintenant prouver sa force dans des conditions réelles. Car ce tuyau n'est pas destiné à la ventilation d'un toit. Il travaillera à des dizaines de mètres de profondeur, sous une pression de plusieurs centaines d'atmosphères. Et il doit durer des années sans aucun droit à l'erreur. Des spécialistes en combinaison de protection longent lentement le tuyau, l'éclairant avec de puissantes lampes, à la recherche de défauts visuels, fissures, pores, zones non soudées. Puis, les ultrasons entrent en scène. Des capteurs glissent le long du joint et envoient des vibrations dans le métal. S'il y a un vide à l'intérieur, le signal est réfléchi et l'appareil le détecte immédiatement. C'est comme chercher des fantômes dans un corps d'acier. Ensuite, on remplit le tuyau d'eau sous pression, souvent plus de 100 bars, ce qui est bien plus que dans un chauffe-eau ou une bouche d'incendie. On le ferme aux extrémités et on le gonfle jusqu'à ce que les parois s'élargissent visiblement. Si le cordon de soudure a la moindre micro-fissure, l'eau trouvera un chemin vers l'extérieur. Maintenir la pression pendant plusieurs minutes est une condition sine qua non. La moindre fuite et le tuyau est hors jeu. Pour les tuyaux critiques, on ajoute un autre niveau de contrôle, les rayons X. Oui, dans l'industrie, on n'utilise pas les rayons X qu'en médecine. Les rayons traversent le métal et laissent une ombre du joint sur un film. Les ingénieurs l'examinent comme une image d'IRM. Y a-t-il des défauts? La structure est-elle uniforme? La température de soudage n'a-t-elle pas baissé? Et aussi, des scanners laser lisent la forme du tuyau sur toute sa longueur. Le diamètre, l'épaisseur de la paroi, l'ovalisation, tout doit être dans les tolérances. Ce n'est qu'après avoir passé tous ces tests que le tuyau reçoit son marquage et est autorisé à être mis en service. Sans certificat, ce n'est qu'un morceau de métal. Avec, c'est un pilier de l'empire pétrolier et gazier. Après les contrôles, les tuyaux arrivent dans la partie la plus chaude de la production, le traitement thermique. Pour qu'un tuyau ne se fissure pas par grand froid ou ne se déforme pas sous un soleil de plomb, il doit passer par le feu. Tout commence dans un four industriel de plus de 30 mètres de long, où la température peut atteindre 950 degrés. Les tuyaux, longs de 12 ou 14 mètres, entrent sur un chariot réfractaire, comme dans la gueule d'un dragon de métal. À l'intérieur, une chaleur jaune-orangée, un reflet rouge sur les murs, un silence épais et brûlant. Le chauffage dure jusqu'à 2 heures,
selon l'épaisseur de la paroi. Ce processus doit être uniforme, sinon une partie deviendra plus molle, une autre plus cassante. La température est surveillée par des thermocouples. Un automate calcule le cycle. Trop vite, et des contraintes internes apparaîtront. Trop lentement, c'est une perte de temps et d'énergie. Après le chauffage, les tuyaux sont sortis du four et amenés à la zone de refroidissement. Des jets d'eau les arrosent d'une douche glacée sous pression, ou bien le tuyau est immergé dans un bain de refroidissement spécial. Le changement de température de 900 à 50 degrés se fait en quelques minutes. Le métal se verrouille. Le réseau cristallin se stabilise. La résistance augmente considérablement. Dans certains cas, après la trempe, les tuyaux subissent un revenu. C'est un réchauffement répété, mais doux, à 300 ou 600 degrés. Cela élimine les contraintes résiduelles, rend le matériau moins fragile et plus plastique. Car le tuyau ne doit pas seulement supporter des charges, mais aussi ne pas se briser en cas de choc ou de déformation. Ensuite, la surface du tuyau est nettoyée jusqu'à obtenir un éclat métallique, après quoi on applique des couches de polymère ou de bitume qui repoussent l'humidité, les produits chimiques et la terre. Le plus souvent, c'est un système à 3 couches, un primaire, une résine époxy et un polyéthylène extérieur. Le revêtement adhère fermement au métal et résiste des décennies sous terre, sans rouille, fissures ou décollement. Imagine ça, chaque année, on produit dans le monde plus de 20 millions de tonnes de fils de cuivre. C'est plus que le poids de 300 pyramides de Khéops. Mais d'où vient tout ce cuivre? Comment, à partir d'énormes cathodes lourdes, on obtient ce fil fin, souple, qui conduit l'électricité jusque chez toi? Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de ce processus fascinant. Des mines où l'on extrait le minerai, jusqu'aux fours enflammés, où le cuivre fond pour devenir ce métal brillant. Prépare-toi à une aventure où les températures dépassent le millier de degrés et où une seule barre de cuivre peut peser plus qu'un ours. Prenons une référence. 500 kg, c'est déjà un très gros ours. Et pourtant, les barres de cuivre peuvent peser entre 536 et 3376 kg. Impressionnant, n'est-ce pas? C'est parce que le cuivre est un métal très dense. Tout commence par l'extraction du minerai de cuivre dans les mines ou les carrières. Le minerai est concassé, enrichi et envoyé à une fonderie. Là, on obtient ce qu'on appelle le cuivre brut, qui contient encore des impuretés. Pour obtenir du cuivre pur, on le refond et on le purifie par électrolyse. Le cuivre est dissous dans de l'acide, puis précipité sur des plaques métalliques spéciales, les cathodes. Ces cathodes de cuivre ont une forme rectangulaire, plusieurs centimètres d'épaisseur et pèsent en eau des centaines de kilogrammes. On les empile, on les attache avec des bandes métalliques ou on les emballe sur des palettes en bois. Ensuite, elles sont chargées dans des camions, des wagons de train ou des conteneurs pour le transport maritime. Tout dépend de la distance et de l'emplacement de l'usine. Les grandes fonderies de cuivre sont souvent loin des usines de production de fils, donc le transport peut prendre des jours, voire des semaines. Une fois arrivés à l'usine, les cathodes sont déchargées avec des grues ou des chariots élévateurs, déballées et envoyées pour une nouvelle transformation, fusion et étirage en fil. Ces cathodes, c'est pratiquement du cuivre pur, à 99 entiers et 99 centièmes %. C'est ça qui garantit la qualité du fil à venir. Ces plaques, lourdes et imposantes, sont le point de départ de tout fil de cuivre que tu vois dans les installations électriques, les appareils électroniques ou même les centrales électriques.
Sur l'usine de fil, les cathodes sont délicatement déposées dans un immense four de fusion. C'est un véritable monstre, avec des parois épaisses, capables de supporter des températures extrêmes. Dès que les portes du four se ferment, commence la phase la plus brûlante, la fusion du cuivre. À l'intérieur du four, la température grimpe à plus de 1000 degrés Celsius, 10 fois plus qu'un four domestique, qui atteint au maximum 250 degrés. Là, les cathodes chauffent progressivement et le cuivre solide commence à fondre, changeant de forme. D'imposantes plaques lourdes, il devient un liquide brillant, incandescent, comme de la lave en fusion ou du verre doré. Des flots de cuivre liquide circulent dans le four, passant du rouge vif à l'orange, puis au blanc. Un véritable spectacle. À ce stade, il est crucial qu'aucune impureté ne pénètre dans le cuivre. Alors, le processus de fusion est strictement surveillé. Les ingénieurs contrôlent en permanence la température, la pression et la pureté de l'atmosphère dans le four. Si nécessaire, on ajoute des substances spéciales, des flux, pour éliminer les dernières impuretés et les scories. Une fois que le cuivre liquide est parfaitement pur, il est prêt pour l'étape suivante, la coulée. De cette lave de cuivre en fusion naîtront bientôt les barres de cuivre qui deviendront du fil. Le métal fondu est versé dans des moules pour former des barres épaisses. Chaque barre peut peser plusieurs centaines de kilogrammes et avoir l'épaisseur d'un poignet humain. Et là, la magie opère. Des machines étirent ces barres à travers des trous de différents diamètres, réduisant progressivement leur épaisseur. Imagine ça, une barre épaisse se transforme en un fil fin, de moins d'1 millimètre de diamètre. Pour obtenir un fil standard, le cuivre passe parfois par 20 ou 30 ouvertures différentes. Après cette transformation, le fil doit être refroidi rapidement. Dès que le fil brûlant sort de la machine de tréfilage, il est immédiatement aspergé d'eau froide. Cette opération permet au cuivre de se solidifier rapidement et d'acquérir la résistance et la souplesse souhaitées. L'eau grésille, la vapeur s'élève et le fil devient instantanément froid au toucher. Ensuite, il est enroulé automatiquement sur d'immenses bobines, des tambours de plusieurs mètres de diamètre. Ces bobines ressemblent à d'énormes pelotes de fil, mais en cuivre pur. Une seule bobine peut contenir des kilomètres de fil. Pour te donner une idée, si on déroulait ce fil, on pourrait faire le tour d'un terrain de football plus de 60 fois. Les bobines sont alors prêtes à être expédiées vers les usines qui fabriqueront des câbles, des composants électroniques ou même des instruments de musique. Chaque année, plus de 20 millions de tonnes de fils de cuivre sont produites dans le monde. À partir d'un seul kilogramme de cuivre, on peut fabriquer 40 mètres de fil standard. Et le cuivre est tellement polyvalent qu'on en fait même des cordes pour les instruments de musique. Mais avant d'être utilisé, ce fil doit être isolé pour conduire l'électricité en toute sécurité. Pour cela, on le recouvre d'une gaine de plastique grâce à des machines modernes appelées extrudeuses.
le fil passe dans un tube où des granulés de plastique sont chauffés jusqu'à devenir une pâte visqueuse. Cette matière fondue est ensuite appliquée autour du fil, formant une gaine protectrice. Le résultat ? Un fil parfaitement isolé, avec une gaine lisse et uniforme. La couleur de cette gaine peut varier. Noir, blanc, jaune, bleu, vert. Tout dépend de l'usage prévu et des normes de sécurité. Le fil isolé passe ensuite par une cuve d'eau froide pour durcir rapidement. Des capteurs vérifient en continu l'épaisseur de l'isolant, détectant la moindre fissure ou imperfection. Les bobines de fil isolé sont alors marquées avec les informations essentielles. Fabricant, tension, caractéristiques techniques. Elles sont enfin prêtes pour être expédiées aux entrepôts, aux magasins ou directement aux clients. Et voilà comment le cuivre, extrait des profondeurs de la Terre, devient ce fil brillant et flexible qui alimente tes appareils et tes installations électriques. Imagine une machine qui, d'un seul coup, comprime de l'acier comme si c'était du papier. Les presses hydrauliques, c'est pas juste de la mécanique, ce sont des monstres de puissance qui travaillent sous une pression de plusieurs milliers de tonnes. Un seul faux mouvement, et une pièce qui vaut une fortune finit à la ferraille. Comment on pilote ces géants ? Comment un bloc de métal chauffé à blanc se transforme en une pièce pour un réacteur, un pont ou une turbine ? Et pourquoi, ici, chaque millimètre compte ? Aujourd'hui, tu vas voir une production où l'air lui-même vibre, et tu comprendras pourquoi le forgage du métal ressemble encore à un orage contrôlé. Regarde bien, ça va être puissant. Une presse hydraulique, c'est une machine surpuissante qui utilise la force d'un liquide, généralement de l'huile, sous très haute pression pour appliquer une force de compression énorme sur une pièce métallique brute, qu'on appelle le lopin. Le principe, c'est la loi de Pascal. La pression créée dans le liquide se transmet partout pareil, dans toutes les directions, ce qui permet d'obtenir une force gigantesque, même avec un effort relativement faible sur le piston initial. Malin! Pour le forgeage, on utilise de gros lingots de métal, le plus souvent de l'acier, mais ça peut être d'autres métaux aussi. Ces lingots peuvent avoir différentes formes, carrés, ronds, polygonaux. Le lingot, chauffé jusqu'à luire d'un orange éclatant, sort du four. On dirait un morceau de soleil. Sa température dépasse les 1000 degrés. Il dégage une chaleur intense, comme si t'étais collé à un brasier. Un opérateur l'attrape délicatement avec une pince ou une sorte de louche spéciale. Et pendant un instant, une tension règne dans l'atelier. Tous les regards sont fixés sur ce noyau d'énergie. Et puis, un bruit sourd. La presse de forge hydraulique abat avec fracas son pied de plusieurs tonnes sur le lingot. À chaque coup, le métal incandescent change de forme. Il s'écrase, s'allonge, se courbe. La force de l'impact fait tout vibrer dans l'air, du sol jusqu'à ta cage thoracique. Des étincelles jaillissent de partout, de la vapeur monte et une bourrasque de poussière brûlante s'échappe dessous le pilon de forge. C'est pas juste de la production, ce sont les éléments, domptés par l'homme. Sur la presse, on installe des outils de spéciaux qui vont définir la forme de la future pièce. Ça peut être des tas-plats ou découpés, des plaques pour l'écrasement, ou des matrices spécifiques pour former des profils complexes. Le lopin chauffé est amené par un pont roulant ou un manipulateur et posé sur la table de travail de la presse.
Le poids de ces lingots peut atteindre des dizaines, voire des centaines de tonnes. L'opérateur lance la presse. Sous la pression du liquide hydraulique, le piston avec son outil, le poinçon ou le tas, commence à descendre, compressant le lopin avec une force colossale sur les presses modernes. Ça peut être des centaines, voire des milliers de tonnes de pression. Le lopin est comprimé sur toute son épaisseur, ce qui modifie sa forme et sa structure interne. Ça permet d'obtenir un métal plus dense, plus homogène, sans vide ni fissure. Pour que la pièce prenne la forme voulue, on la retourne plusieurs fois et on la compresse sous différents angles. On répète le processus en plusieurs étapes, en se rapprochant progressivement de la forme finale. À certaines étapes, la presse peut non seulement comprimer, mais aussi étirer le métal pour obtenir des pièces de différentes épaisseurs ou longueurs. Cette machine hydraulique géante n'agit pas au hasard. Son travail est piloté par des automatismes avec une précision au millimètre près. L'opérateur surveille attentivement tous les paramètres, la température du métal, la pression dans le système hydraulique, la position des outils, tout doit être parfait. Un coup de trop ou une pression trop forte, et la pièce part au rebut, tandis que la machine risque d'être endommagée. Pour éviter ça, le système corrige chaque mouvement en temps réel. L'opérateur n'est pas juste un spectateur, c'est le chef d'orchestre de ce processus, qui fait confiance à l'automatisme, mais intervient quand c'est nécessaire. La presse hydraulique permet de contrôler très précisément la force de compression, la vitesse et la position de l'outil. Ça garantit une qualité uniforme sur toute la section de la pièce, même si elle est énorme. Contrairement au forgage au marteau, où l'impact peut créer une structure irrégulière, la presse comprime le métal doucement et uniformément. Ça forme une structure à grains fins, très solide dans toute la pièce. Les presses hydrauliques sont utilisées pour forger des lingots pesant d'une demi-tonne jusqu'à 170 tonnes, et même plus, ce qui est impossible à faire avec des marteaux. Les technologies d'Apilala modernes permettent aussi de réduire le nombre de fois où il faut réchauffer la pièce, ce qui économise de l'énergie et augmente la productivité. Ces presses hydrauliques géantes servent à fabriquer quoi, au juste? Eh bien, des essieux pour les locomotives et les wagons, des arbres de turbines, des cuves de réacteurs nucléaires, des éléments de pont et de structures de bâtiments, des pièces pour l'énergie, la construction navale, l'aviation. Bref, du lourd. Pour qu'une presse hydraulique fonctionne bien, c'est important de vérifier régulièrement le niveau et la qualité de l'huile hydraulique, changer les filtres, contrôler les joints pour éviter les fuites et purger l'air du système pour prévenir les ratés. Dans l'immense atelier, les stations de moulage s'enchaînent. C'est une ligne automatisée où le métal prend déjà une préforme avant même d'être chauffé. Des mélanges de sable modernes sont combinés à des réactifs chimiques pour créer des moules ultra précis. En quelques secondes à peine, ils durcissent et sont prêts à recevoir le métal liquide. Chaque étape est sous contrôle. La pression, l'humidité du sable, même le micro-relief à l'intérieur du moule. Quand tout est prêt, le métal fondu est versé dans les moules et sa transformation commence, passant de lave incandescente à des pièces au contour net, avec des tolérances minimales. Ce sont ces pièces moulées qu'on utilisera ensuite dans les systèmes hydrauliques, les turbines, les machines, partout où il faut une précision et une résistance maximale. Dans la fabrication des tubes sans soudure,
Tout commence avec des billettes métalliques massives, chauffées à 1000 degrés. Elles luisent comme de la lave volcanique et passent aussitôt sous une presse. Mais au lieu de les aplatir, la machine perce littéralement leur centre pour créer un trou. Ensuite, la billette est étirée tout en tournant sur elle-même. Comme ça, le métal s'allonge uniformément pour former un tube long et résistant, sans aucune soudure. Après ça, c'est le calibrage précis. On redresse le tube, on lui donne sa forme et son épaisseur de paroi idéale. Puis, traitement thermique, un refroidissement contrôlé ou un nouveau chauffage pour renforcer la structure du métal. Pour finir, les tubes sont coupés, marqués et, le plus important, contrôlés pour détecter les défauts. Des tests aux ultrasons et visuels garantissent qu'il n'y a pas la moindre micro-fissure à l'intérieur. Parce que ces tubes, ils vont travailler sous pression, dans les profondeurs de la Terre ou au cœur des systèmes hydrauliques, là où la fiabilité doit être absolue. Le processus de création des câbles et des ressorts en acier, c'est une symphonie de force et de précision. Tout part de fils d'acier fins, mais incroyablement résistants. On les étire, on les trempe, on les traite thermiquement, puis on les tord en spirale serrée pour en faire des câbles capables de supporter des charges colossales. Les ressorts, eux, sont formés par enroulement à chaud ou à froid, selon les conditions dans lesquelles ils devront travailler, que ce soit dans des ascenseurs ou sur des engins de chantier. Mais le plus important, ce n'est pas la forme, c'est l'endurance. Les câbles et ressorts finis subissent des tests de résistance impitoyables. On les étire, on les comprime, on les plie des centaines de fois d'affilée. Tout ça sous l'œil de capteurs qui enregistrent la moindre petite déviation. « 2 milliards de tonnes de déchets chaque année. Imagine un instant, c'est comme 500 000 tours Eiffel, mais faites de bouts toxiques, de cocktails chimiques et de vieux sacs plastiques. Et tout ça, ça ne traîne pas dans un coin. Non, ça part pour un voyage complètement dingue. Aimants géants, bains chimiques, fours brûlants, et même des bactéries qui bouffent au le plastique. Oui, c'est du vrai. Prépare-toi, on plonge dans un monde où même la merde est triée par catégorie. Et tu ne pourras plus décrocher. Tout commence quand, quelque part dans une aciérie, quelqu'un a un peu trop chargé la dose. Résultat, une dizaine de tonnes de scories inutilisables. Ou dans un labo, on a renversé un peu d'amour. Et paf, un baril de produits toxiques capable de dissoudre une grenouille. Tout ce bazar part en traitement. Le tri des déchets industriels, c'est comme un marathon pour les costauds. Avec la patience d'un lézard de montagne. Une benne arrive, pleine de trucs colorés, crades, puants, avec une texture franchement suspecte. Maintenant, les pros doivent comprendre ce que contient ce smoothie et où l'envoyer. Selon la Banque mondiale, chaque année, plus de 2 milliards de tonnes de déchets industriels arrivent dans les centres de traitement. Et environ 30 à 40% doivent être triés à la main ou par des machines ultra précises. Première étape. Contrôle qualité à la main. Des ouvriers en combi choisissent ce qui ne peut pas être recyclé ou ce qui est dangereux. Piles, bidons toxiques, produits explosifs. Oui, ça arrive. Environ 15% de tous les déchets sont triés à la main avant tout automatisme. Un seul opérateur peut trier jusqu'à 2 tonnes de déchets par shift selon le type de matos. Ensuite, les machines prennent le relais. Des aimants géants récupèrent le fer et l'acier. Des séparateurs à induction attrapent les métaux non ferreux. Des scanners optiques à infrarouge ou ultraviolet traitent le plastique, le bois, le verre. Des séparateurs à air soufflent les déchets légers d'un côté, les lourds de l'autre.
Tu veux séparer une plume et un écrou? C'est là que ça se passe. Puis viennent les tamis vibrants. Ils filtrent les petites particules comme une passoire à farine, mais version chimique et métallique. Les chaînes modernes de tri peuvent gérer jusqu'à 100 tonnes par heure. Les plus grandes usines, plus de 700 000 tonnes par an. Parfois, avant le tri, on fait une analyse express. Acidité, toxicité, composition. Parce que si tu crois voir une vieille vis rouillée, mais que c'est en fait un bout d'uranium, tu risques d'aller saluer Saint-Pierre. Environ 5 à 7 lots de déchets sont recalés ici comme ultra dangereux et isolés ou envoyés pour destruction spécialisée. Et là, la magie commence. Les métaux sont envoyés à la refonte. Et là, c'est un vrai concert de métal. Dans les fours, il fait jusqu'à 1500 degrés. C'est ce qu'il faut pour faire fondre l'acier, le fer, le cuivre ou l'aluminium. Tu veux y poser ton café? Il s'évapore avant que tu le serves. Dans ces énormes fours, on jette des tonnes de ferraille et on obtient une masse incandescente qui donnera naissance à des tuyaux, des poutres, des pièces d'auto, voire des électroménagers. C'est un processus ultra énergivore, mais super rentable, car environ 95 métaux sur 100 peuvent être recyclés sans rien perdre de leur qualité. Donc ce vieux boulon rouillé d'un pont. Demain, il sera peut-être dans une voiture électrique. C'est ce qu'on appelle la réincarnation métallique. Et les déchets chimiques? C'est ce qui reste quand un chimiste dit « Oups ». Des acides, des solvants, du pétrole, de la peinture, des réactifs. Ça pue, et ça peut foutre en l'air tout un écosystème. D'une tonne de produits toxiques, on peut tirer jusqu'à 700 kg de résidus inoffensifs, qui seront soit enterrés, soit utilisés comme charge technique. Le reste, on le scelle, et on le range bien loin, comme une vieille rancune. Un sac plastique vit quelques minutes dans ta main et 5 siècles dans une décharge. C'est un criminel déguisé en emballage. Chaque année, on utilise plus de 5000 milliards de sacs dans le monde et la majorité finit n'importe où sauf au recyclage. Recycler le polyéthylène? Une vraie galère. D'abord, il faut les récupérer. Et ils sont partout. Accrochés aux arbres, dans les rivières, sur la tête des pigeons. Ensuite, tri par type de plastique, lavage, séchage, broyage. Le tout devient une sorte de poussière plastique qu'on fait fondre à 170 à 250 degrés Celsius pour en faire des granulés. Ces granulés deviendront de nouveaux sacs, des tuyaux ou des bancs de parc. Mais la réalité est brutale. Moins de 10% du polyéthylène mondial est recyclé. Conclusion, mieux vaut un sac utilisé 20 fois que 20 sacs jetés après une fois. Car même dans une deuxième vie, ce sac peut finir coincé dans un arbre. Au même endroit, on recycle aussi les bouteilles en plastique. Une palette géante, emballée dans du film plastique, avec des dizaines de milliers de bouteilles écrasées, ressemble à un monstre cubique né des déchets. On la pose sur un tapis roulant. Et là, le show commence. La machine découpe l'emballage. Les bouteilles dégringolent, comme une avalanche. Le bruit? Un croisement entre une machine à pop-corn et le pupitre de contrôle d'un vaisseau spatial. Ensuite, broyage. Des lames puissantes découpent les bouteilles à une vitesse folle, jusqu'à 500 kg par heure. Le plastique craque, gémit, parfois crache encore du soda ou du jus de fruits. Puis, direction la grosse douche,
bain d'eau chaude, bulles, mousse, nettoyage. Et enfin, tout ça part en granulation. Début d'une nouvelle vie en banc, en veste ou en pièce d'auto. Pendant que le plastique classique met 500 ans à disparaître, les bio-ingénieurs se sont dit « Et si on le faisait en quelques jours ?» En 2016, des chercheurs japonais ont découvert une bactérie, Ideonella sakaiensis, qui produit des enzymes capables de digérer le plastique. En labo, ce processus prend entre 6 heures et quelques jours et laisse une matière réutilisable, voire compostable, car elle est déjà presque organique. Dans les années 2020, on a mis la gomme. On a créé des enzymes artificielles encore plus rapides, résistantes à la chaleur, prêtes pour l'industrie. En France, l'usine Carbios a été construite pour lancer le recyclage enzymatique des bouteilles plastiques à grande échelle.